Que dire après un plaidoyer pour le respect du vivant d'une telle intensité? C'est pas une tâche simple de vous parler maintenant de ce qu'on fait, enfin de ce qui est possible de faire. Donc je vais me rattacher à mes notes. Bonsoir. Est-ce que le film vous a plu? Oui. Bon, moi aussi, beaucoup. Je pensais l'avoir vu, en fait, pas du tout. Donc, je suis Olivier de Sadler, je suis rédacteur en chef chez Natagora, qui est une association de protection et de restauration de la nature en Wallonie à Bruxelles. Et quand je dis une association, en fait, c'est 30 000 membres et près de 2000 volontaires qui font plein de trucs tous les jours pour essayer de protéger et restaurer de plus en plus la nature autour de nous. Et donc, je voudrais remercier les Shifters pour organiser cette soirée, nous avoir invités à venir partager un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Ce film date de 1984, je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc, c'était il y a 30 ans. 40 ans. 40 ans, pardon. J'avais 5 ans. Et c'est une des deux fresques écologiques de ce réalisateur, Miyazaki. Il a aussi fait Princesse Mononoke. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. C'est un peu effrayant de perspicacité. Il y a 40 ans, de faire un film qui est autant d'actualité, qui dépeint cette humanité qui se bat contre elle-même au sein d'une terre dévastée. Ça fait un peu flipper. Donc, beaucoup d'auteurs de science-fiction ont malheureusement eu une espèce de boule de cristal et en explorant les possibles, ont donné des éléments de futur. Espérons qu'ils se soient trompés et on va discuter ce soir de voir comment on pourrait éventuellement le détromper. Avant de vous présenter les trois intervenants de ce soir, j'aimerais faire une courte introduction pour un peu faire le lien entre le film ici et la réalité à laquelle on est confronté. Vous lisez les médias ou vous regardez Internet, j'imagine, et donc vous savez que le sujet de l'extinction de la biodiversité est un sujet plutôt brûlant et carrément d'actualité. Les scientifiques parlent carrément de la 6e grande extinction d'espèces. La dernière, c'est celle qui a éliminé les dinosaures. Donc, c'est quand même un sujet plutôt sérieux. Plus concrètement, les derniers rapports scientifiques qui sont publiés dans des rapports de nombreuses institutions dont je vous passerai la description, mais en tout cas, il y en a une qui s'appelle l'Union internationale de conservation de la nature, qui gère la liste rouge des espèces menacées, disons. Eh bien, son dernier rapport met en évidence que 40% des amphibiens sont menacés d'extinction. Donc ça fait à peu près 4000 espèces sur 9000 à l'échelle mondiale. C'est sans doute un des groupes les plus menacés, qui est lié évidemment au milieu humide. 26% des mammifères sont menacés, ça nous concerne de plus près, parce qu'on en fait partie. Les reptiles, ils parlent de 20% et 12% des oiseaux. Bon, c'est des chiffres, c'est un peu abstrait, c'est un peu sec. En réalité, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'on connaît a priori la cause. Et la cause serait d'origine humaine, donc pas de météorite ce coup-ci. Enfin, pas qu'on sache, quoi. Et donc la cause principale, c'est la destruction des habitats. La destruction des habitats, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on détruit des espaces qui sont vivants pour mettre pour le logement, par exemple, pour loger nos communautés, pour mettre des terres rares, produire de l'énergie, produire des infrastructures de transport. Tout ça fait qu'en Wallonie, par exemple, on a décidé d'allouer, enfin aujourd'hui, on alloue à peu près 2% du territoire à la nature pour elle-même, et on a un objectif assez ambitieux d'arriver à 5%. Donc
Donc ça, c'est un sujet important. Et je pense que l'autre cause principale, c'est l'intensification et l'industrialisation de tous nos systèmes humains. Donc en fait, on grandit de plus en plus vite, de façon de plus en plus exponentielle, alors que sans doute qu'une des parties de la solution serait de ralentir. Et tout ça sans parler d'une des causes qui est de plus en plus criante du déclin de la biodiversité, c'est le changement climatique, qui, si vous avez participé aux autres soirées, compris qu'il est vraisemblablement aussi, ou en tout cas pour une bonne part, d'origine humaine. Donc me voilà malheureusement porteur de mauvaises nouvelles. Désolé de plomber l'ambiance. Mais c'est important. C'est important de regarder en face la réalité des espèces qui disparaissent parce qu'elles font partie de systèmes très complexes et on découvre tous les jours un peu plus la complexité qui permettent à la Terre d'être habitable pour des espèces comme la nôtre. Elle rend l'air respirable, l'eau douce et buvable, régule la température, pollinise les végétaux qui, après, deviennent éventuellement des cultures desquelles on se nourrit. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est compliqué, mais en tout cas, voir les espèces qui disparaissent, c'est un symptôme de systèmes qui se cassent la gueule. Donc voilà. On le sait, mais on continue à grandir, on continue à croître, on continue à consommer. Et donc, quelque part, c'est une bonne nouvelle, on connaît les causes. Et on est capable d'inventer des solutions. On l'a prouvé tout au long de l'histoire. Et donc aujourd'hui, pour ne pas rester justement sur ce constat extrêmement angoissant et déprimant, on va parler de solutions, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, c'est là que les trois intervenants qui sont ici avec moi ce soir vont nous amener, c'est qu'ils participent déjà aux solutions, à ce qu'il est possible de faire, collectivement, individuellement. Mais on va s'intéresser surtout au collectif ce soir. Donc, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Mathilde Mertens, qui est chercheuse à l'Université de Gand, et dont le travail porte essentiellement sur le droit international et européen, qui encadre la conservation de la nature, la protection de la nature et la restauration écologique. Donc, je vous propose d'applaudir Mathilde. Parce qu'évidemment, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que nous avons le trac. Donc, je suis aussi ravi d'accueillir Johanna Brain, qui est docteur en biologie et à l'université de Gembloux, et qui est aujourd'hui directrice du parc national de l'Antre-Sambre-et-Meuse, un espace naturel protégé d'un tout nouveau genre, une première en Wallonie. Et enfin, Marc Dufresne. Oh, pardon, applaudissements pour Johanna. Merci. Heureusement que vous suivez. Et donc, Marc Dufresne, qui est professeur et chercheur en biodiversité à l'université de Gembloux, et qui a été très actif depuis de longues années sur la mise en œuvre des politiques régionales de conservation de la biodiversité. On pense entre autres au portail wallon de la biodiversité, à la mise en place du réseau Natura 2000 pour ceux qui connaissent, et plus récemment la cartographie du réseau écologique wallon. Donc, on avait parlé, quand les organisateurs m'ont contacté, ils m'ont dit on essaie de faire un petit peu un débat. Ici, ça va être plutôt une espèce de... en fait, on n'a pas vraiment l'occasion de faire un débat au sens propre. On a 40 minutes devant nous pour un sujet extrêmement complexe. Et donc, on a choisi plutôt de donner la parole aux trois intervenants pour qu'ils vous racontent un petit peu ce qu'ils font et en quoi ça peut nous aider à comprendre ce qu'on peut faire pour protéger la nature. Et donc, je vais poser une question à chacun. On leur laissera le temps d'approfondir un petit peu leurs réponses. Et puis, il y aura une question plus générale où tous les trois pourront échanger. Donc, il n'y aura pas de questions du public. Mais par contre, les organisateurs ont la générosité de nous payer un coup après. Donc, on pourra toujours discuter de façon plus informée. Donc, voilà, on va commencer. Je vais commencer avec Mathilde, puisqu'en fait, Mathilde, en tant que chercheuse à l'université de Gand en droit, en fait, travaille et réfléchit sur la façon dont on peut
réglementer, on peut s'auto-réguler pour mieux protéger la nature. Et donc, la question que j'aimerais te poser, c'est comment le droit européen peut-il contribuer efficacement à la protection et à la restauration de la nature? Excellente question. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, parfait. Je vais commencer avec une bonne nouvelle, à savoir qu'il y a déjà pas mal de législation dans l'Union européenne qui aide à adresser les tendances que tu viens de décrire. Pour la biodiversité, je pense tout de suite à... Euh, donc, ok, je recommence. Mais donc, il y a déjà pas mal de législation dans l'Union européenne qui aide à adresser les tendances que Olivier vient de nous décrire. Et pour la biodiversité, je pense tout de suite à deux directives, la directive oiseaux et directive habitat. La directive oiseaux, c'est peu étonnant, mais ça porte sur les oiseaux sauvages et les États membres sont censés de protéger ces espèces, y compris leur habitat. Et pour ça, ils doivent installer des zones de protection. Et la directive habitat fait un peu la même chose, mais pour les habitats naturels et les espèces de flore et de faune sauvages. Et pour ça, aussi, les États membres sont censés d'installer une espèce de zone de protection. Et ensemble, ces types de zones protégées créent le réseau de Natura 2000 qui se trouve un peu partout en Europe. Mais en 2015, la Commission européenne, elle a fait un peu le bilan de ces deux directives. Est-ce que elles font ce qu'elles doivent faire? Et en gros, on a constaté que oui, effectivement, la nature a été aidée par ces deux directives. Mais en même temps, on a également constaté que pas mal d'espèces sont toujours en danger et sont toujours pas dans un bon état. Et en fait, ça m'amène un peu cette constatation à un autre point que, comme une autre fois Olivier l'a décrit déjà, on est arrivé à un point où seulement protéger la nature ne suffit plus parce que beaucoup de sites sont tellement dégradés que en fait ils ne peuvent plus héberger les espèces qui vivent là. Donc en fait restaurer la nature, c'est incontournable pour une conservation effective. Et ça a été un message qui a été bel et bien entendu par la communauté internationale. Et on a vu de nombreuses initiatives, comme par exemple l'Assemblée générale qui a déclaré 2021-2030 la décennie pour la restauration des écosystèmes. Et en 2022, la COP, à la Convention pour la diversité biologique, a adopté le cadre mondial pour la biodiversité commun Montréal. Peut-être un petit mot d'explication sur la COP, parce qu'on la connaît surtout dans le contexte du climat. Mais en fait, de nombreuses COP existent, non seulement dans le domaine du droit de l'environnement, mais aussi dans le domaine de l'économie ou encore de la santé. Parce qu'en fait, c'est un instrument très utile parce que ça permet à ça nous assure que les traités restent un peu contemporains. Et ce cadre mondial veut être un peu un roadmap vers 2050 pour atteindre l'objectif de vivre en harmonie avec la nature, comme dans les films, en 2050. Et elle propose également 23 cibles pour 2030. Comme, par exemple, et ça c'est un peu relevant pour cette soirée, en 2030, on veut restaurer 30% des sites dégradés. Et ça, c'est un message qui a fait réfléchir la Commission européenne. Et finalement, elle a décidé qu'on avait besoin d'un instrument, un nouvel instrument, qui se focalisait uniquement sur la restauration de la nature. Parce que les directives d'oiseaux et d'habitat avaient déjà un peu des obligations, mais c'était pas très strict, ni très étendu. Peu importe, c'était pas suffisant. Et voilà, en 2022, elle a proposé une nouvelle loi
Et au début, tout le monde était très enthousiaste. Il y avait même des initiatives pour encore renforcer les obligations. Mais tout à coup, en fait, cette ambiance positive a changé complètement. Et on a vu énormément des amendements pour affaiblir la loi ou même éviter qu'elle devienne réalité. Je suis aussi active dans la Société pour la restauration, dans un legal working group. Et là, à cette époque-là, on était, enfin, tout notre travail, en fait, était focalisé à, adresser les mensonges qui étaient diffusés sur la loi. Par exemple, si cette loi va être adoptée, ça va dire qu'on va démolir des maisons, qui est faux, évidemment, mais enfin, c'était ça c'est un peu l'ambiance pour genre diaboliser cette loi. Mais donc, cet été, elle a entré en vigueur et on est très contente. Et enfin, il y a de nombreuses cibles. Par exemple, enfin, on a des objectifs pour tous les différents espèces d'écosystèmes terrestres, marins, agricoles, mais aussi pour la première fois les écosystèmes urbains, ce qui est très important aussi. Et aussi, on regarde au-delà des zones de protection parce qu'évidemment, la nature ne s'arrête pas à la frontière d'un parc national ou d'une zone protégée. Donc ça, et pour l'implémentation, la Commission a proposé, demande des États membres de rédiger des plans nationaux de restauration dans lesquels ils expliquent premièrement la superficie totale qui doit être restaurée, mais aussi les mesures qu'ils vont prendre pour en fait réaliser ces objectifs. Et donc, on attend les premiers plans le 1er septembre 2026. Donc voilà, les États membres ont du boulot à faire. Merci beaucoup. Mais donc, je regarde beaucoup mon GSM, mais je dois gérer le temps en même temps. Mais donc, on comprend que aussi bien les institutions mondiales que sont l'ONU et puis à un niveau plus près de chez nous, au niveau européen, il y a un cadre légal qui est mis en place, qui fixe des objectifs aux différentes communautés humaines, qui sont aujourd'hui des États-nations, les États membres, etc. Mais quelles seraient les limites, tu penses, aujourd'hui du système, en 2 mots? Je suis pas fardeuse. Enfin non, mais c'est maintenant, je suis vraiment curieuse comment l'implémentation se réalisera. Parce que là aussi, avec les directives oiseaux et habitat, on a constaté que l'implémentation n'était pas au top. Et c'est ça aussi quelque chose que la Commission a constaté, que voilà, les directives sont, comme on le dit, fit for purpose. Donc, elles font ce qu'elles doivent faire. Mais il faut quand même avoir un peu de volonté des États membres. Et ça, c'est un peu... là, je m'inquiète un peu parce que, après toute cette ambiance négative, que les États membres vont être un peu lents ou enfin même encore pire face à ces objectifs. Merci beaucoup. Donc clairement que la question de l'implémentation d'un cadre légal, c'est là que les enjeux se trouvent aujourd'hui. Donc il y a vraiment un exercice qui a été fait où il y avait beaucoup de critiques sur ces directives oiseaux et habitat, et elles ont été testées, analysées, et les conclusions étaient positives. Le cadre légal est bon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait sur le terrain, dans les États, dans les régions? Eh bien, on va demander à Marc, qui donc travaille à l'université de Gembloux et fait beaucoup de recherches sur justement l'état de la biodiversité en Wallonie et sur la structure du territoire. Et donc, la question que j'ai pour Marc, c'est qu'en Belgique, le partage de l'espace est un enjeu majeur. Pour tous ceux qui ont déjà eu la chance de prendre l'avion, quand on atterrit en Belgique, on voit qu'il n'y a pas... disons que la société est très développée, c'est un des pays les plus densément peuplés. Et donc, Marc, comment selon toi, aménager le territoire, ou en tout cas penser l'aménagement du territoire, pourrait nous aider à équilibrer cette relation entre la société humaine et le reste du vivant? Merci de la question. Je ne vais pas répondre ce que je pense.
dans la mesure où ce serait éliminer les 3 quarts de la population, je vais être assez clair. Mais on doit vivre ensemble, et cette logique du partage de l'espace ou de la coexistence avec la biodiversité est vraiment essentielle. Alors, en tant qu'écologue de la conservation, l'écologie de la conservation, l'enjeu majeur... Vraiment? Oui, vraiment. Donc, l'enjeu en écologie de la conservation, on a 2 stratégies en fait qui s'opposent de manière assez forte. Il y en a une qui est le partage de l'espace, où on réserve des parties à la nature et puis ailleurs on fait ce qu'on veut. C'est un peu ce qui se passe en Wallonie, on appelle ça le land sparing. Et l'autre stratégie, c'est de faire un peu de tout partout, de mélanger, d'avoir moins de pression sur les écosystèmes et partout. Mais ces 2 stratégies, en fait, ne permettent pas de prendre en compte tous les enjeux de la biodiversité. D'un côté, la première stratégie de partage de l'espace permet vraiment de protéger les espèces. On pourrait en tout cas imaginer qu'on arrive à protéger ce qu'on appelle la biodiversité extraordinaire, les espèces rares qui sont associées à des milieux particuliers. Mais quand on fait du land sparing, donc ce partage de l'espace, on oublie toute la biodiversité commune, biodiversité plus ordinaire, qui assure plein de services et qui nous assure plein de services de régulation, services culturels, par exemple la régulation du climat, l'amélioration de la qualité de l'eau, le contrôle des inondations, la pollinisation, enfin il y a plein de services. Le plaisir d'aller en forêt, par exemple, ça ne se passe pas nécessairement dans des milieux avec beaucoup d'espèces rares, beaucoup d'espèces protégées. Et là, on a vraiment une confrontation assez importante au niveau des stratégies à mettre en œuvre entre cette logique de partage d'un côté et de faire de la coexistence de l'autre, dans la mesure où les politiques qui sont mises en œuvre permettent peut-être d'identifier des zones à protéger, donc de faire du land sparing, de partager l'espace, mais pas nécessairement d'agir sur les autres parties du territoire. Or, même les espèces rares, elles ont besoin, pour se déplacer d'un espace protégé à un autre, elles ont besoin que la matrice paysagère soit plus accueillante et qu'on leur laisse un peu de place. Et nous, on a vraiment besoin aussi que ces espaces assurent une grande diversité de services. Et donc, le gros enjeu de la partition du territoire, c'est vraiment d'arriver, d'une part, à réserver une partie du territoire à la nature. Tu parlais de 2%, c'est plutôt 1,6, c'est 20 000 hectares en Wallonie, un peu plus de 20 000 hectares actuellement en Wallonie qui sont protégés. En objectif d'arriver à 5, mais on peut facilement arriver à 10 ou 15%. On a 10 ou 15% du territoire wallon qui sont occupés par des sols humides, des fortes pentes, des sols tourbeux, des sols super secs, où il est difficile de faire de la production végétale et biomasse, par exemple de l'agriculture ou de la sylviculture. Donc on a de la place pour laisser cette nature se développer, mais on ne lui laisse pas cette place. Moi, je prends toujours l'exemple de Jean Massard, qui est un naturaliste bruxellois de l'ULB, qui écrivait il y a 110 ans un livre qui s'appelle « Pour la conservation de la nature ». Il parlait déjà des parcs nationaux, de la création de réserves naturelles, et il hurlait finalement dans le texte, je vous conseille de le lire, son bouquin est sur le portail biodiversité, je l'ai mis en PDF là, il y a déjà un certain temps. C'est très déprimant. Moi, j'ai fait pratiquement une dépression pendant 3-4 semaines. On parle souvent de ce concept d'amnésie environnementale, mais quand on lit ça, c'est effrayant. Il se plaint des villas, des carrières, des champs de betteraves, des villes qui vont tout envahir, alors qu'on est il y a 110 ans. En Wallonie, on était déjà 2,8 millions, on n'est jamais 3,7 millions maintenant. Donc, ce n'est pas la densité de la population qui explique la manière dont on interagit avec le paysage pour en extraire, il en parle d'ailleurs, toute substantifique. Moi, il se pose la question, pourquoi faut-il que le Belge gratte la litière et aille essayer d'exploiter le terrain au maximum? Il y a 110 ans, quoi. Il a fallu après 50 ans pour qu'on ait la première réserve naturelle en Belgique, et on commence seulement à avoir 1% du territoire protégé en Wallonie actuelle. Donc les enjeux à ce niveau-là, tu disais qu'il fallait essayer de trouver des solutions et être optimiste. Pour moi, c'est vraiment compliqué, surtout depuis les dernières élections, je ne vais pas le cacher. Vous savez sans doute, en lisant le soir, il y a une semaine, hein, on avait appris que le budget de la conservation de la nature en Wallonie allait être divisé par 75%. La ministre a dit que c'était 15%. En fait, ce serait plutôt 50%, suite aux dernières discussions. Est-ce que c'est comme ça qu'on met une politique alors qu'on a déjà 50 ans de retard, une politique de biodiversité pour atteindre les objectifs européens ou les objectifs même moraux, éthiques qu'on a avec la nature? Je ne suis pas du tout sûr. La première moyen, c'est d'abord de se mobiliser un peu
Et cet argent, c'est pas de l'argent qui est donné aux naturalistes, hein, c'est de l'argent qui sert à tous les citoyens. C'est la restauration de la fonctionnalité des écosystèmes, c'est l'amélioration de tous les services qu'ils peuvent offrir. Et en plus, ça sert à la biodiversité extraordinaire. Donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas investir dans cette logique-là? On sait très bien, quand on investit 1 euro en matière de conservation de la nature, ça rapporte 5, 6, 7 euros. Mais c'est 10 dans certains cas. Mais c'est pas suffisant, c'est pas palpable. En fait, c'est ça qui est difficile. C'est pas un transfert financier direct dans la poche de quelqu'un. Et c'est ça qui est très difficile à faire comprendre à certains politiques, c'est qu'il n'y a pas de retour direct, il y a des retours communs, indirects pour le bien-être de tout le monde. Et c'est ça qui est très difficile à faire comprendre en matière des politiques de conservation de la nature. L'autre enjeu, j'ai encore une minute, c'est vraiment de travailler sur cette logique de la coexistence. Alors, hein, il y a le partage d'un côté, la coexistence de l'autre, en travaillant sur la production agricole, comment est-ce qu'on produit de la biomasse, est-ce qu'on le fait comme on le fait ici de manière dominante, de manière extrêmement intensive, en générant toute une série d'externalités négatives, ou est-ce qu'on diminue un peu la pression de la production, un peu le rendement, mais on travaille sur la rentabilité. Parce qu'un agriculteur, pour l'instant, en moyenne, en général, hein, je ne vais pas tous les culpabiliser, je ne vais pas faire d'agribashing, que les choses soient claires, mais en général, quand on produit, on détruit. On détruit parfois beaucoup plus, ça nous coûte beaucoup plus cher. L'agriculture en Wallonie, sa valeur ajoutée nette, la rente est négative. Donc, plus on produit, plus on perd de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a des coûts des externalités négatives en termes de pollution, d'impact sur la santé qui sont vraiment importants. Et donc, diminuons un peu le rendement. Hein, ça ne va pas nous changer grand-chose dans ce qu'on gagne. Hein. Il y a 30% des denrées alimentaires qui sont perdues au cours de la chaîne alimentaire. Donc, ce n'est pas en diminuant de 5 à 10% de rendement qu'on aura vraiment un impact sur ce qu'il y aura dans nos assiettes. Il faut travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais diminuons un peu le rendement pour qu'on n'ait plus ces coûts, en fait. Et si on fait un peu plus de place à la nature dans le processus de production agricole ou sylvicole, hein, c'est la même chose avec les plantations de résineux, mais on arrivera à ce qu'on a tous en bénéficier, à ce que la nature trouve sa place, mais aussi à ce que nous, on bénéficie de beaucoup plus de services écosystémiques. Et est-ce qu'il y aurait, selon toi, des espaces sur lesquels travailler en priorité? On les connaît très bien. En Wallonie, ça fait très longtemps qu'on fait de la cartographie des zones d'intérêt biologique, la cartographie Natura 2000, qu'on a cartographié, je suis en train de terminer avec mon équipe là, une cartographie du réseau écologique qui synthétise un peu tous les enjeux. Alors, savoir où on doit travailler, on sait. Mais maintenant, il faut de l'argent, il n'y a pas de souci. Il faut pouvoir investir de manière suffisante. Et quand on fait les calculs d'investissement, de bien faire le bilan global, de ne pas regarder uniquement ce qu'on dépense, mais toutes les rentabilités qu'on a de manière directe et indirecte qui sont associées à ces efforts locaux. Donc, protéger les sites, il faut encore le faire de manière importante. Et c'est surtout travailler au niveau agricole et forestier qu'on doit essayer de diminuer la pression, la quête du rendement pour travailler plus sur la rentabilité collective que la rentabilité individuelle. Alors, il y a bien sûr toute l'urbanisation, l'artificialisation, où là, bon, c'est bétonné, c'est installé, c'est difficile, enfin, ça coûte très cher de désurbaniser. Et donc là, on est plutôt coincé par l'infrastructure qui existe. Mais on peut améliorer, par contre, la biodiversité dans les villes en développant des espaces verts, en développant la verdure en ville de manière assez significative. Il bénéficie de tous aussi. Merci. Et donc on voit en fait hein, que, en tout cas, certains savent vers où on peut aller. Ces personnes, dont Marc et beaucoup de chercheurs et d'assos, ont l'oreille hein, des politiques. Mais on sent aussi qu'on est un peu coincé dans un système où il faut valoriser les rendements, il faut optimiser. On est dans une logique quand même qu'on pourrait remettre en question. Et donc ici, ça m'amène à notre troisième intervenante, Johanna, qui est directrice d'un parc national, qui est un projet assez récent et qui a bénéficié de pas mal de financements et qui vise à justement essayer de développer des nouveaux équilibres. Et donc, Johanna, est-ce que tu pourrais expliquer d'abord peut-être en 2 mots ce que c'est un parc national? Parce que je ne sais pas qui dans la salle sait exactement ce que c'est, comment ça marche, qu'on connaît Yellowstone ou le Serengeti, mais le parc national dans l'Antre-Sambre-et-Meuse, c'est une autre approche. Et alors, expliquer en quoi c'est éventuellement un bon outil pour favoriser la transition écologique. Merci. Bonsoir.
Je travaille effectivement pour le parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse, qui est un des deux parcs nationaux de la Wallonie qui existe depuis très peu, donc officiellement depuis le 1er septembre 2023. Et un parc national, en fait, c'est l'Union de la conservation de la nature qu'Olivier mentionnait tantôt, d'autres définitions internationales d'un parc national, qui est un espace, une aire protégée, avec très riche en biodiversité, en diversité d'habitat, etc., et qui a deux objectifs principaux. Un, c'est la restauration, la protection des espaces naturels et des processus et dynamiques naturelles à grande échelle. Et le deuxième, c'est le développement aussi touristique, de loisirs, de récréation, didactique de cet espace autour de la nature. Donc ça, c'est un peu la définition internationale qui est valable pour Yellowstone et pour aussi l'Entre-Sambre-et-Meuse. Mais après, chaque pays définit un peu lui-même comment un parc national est conçu de manière précise au sein des pays. Et ici, en Wallonie, donc il y avait un petit, quand même un momentum il y a 3 ans maintenant, où du coup, comme Marc le soulignait tantôt aussi, que voilà, la Wallonie, elle est très densément peuplée, il y a beaucoup d'infrastructures, mais quand même, on compte quand même avec encore des espaces de haute valeur biologique, surtout en Wallonie, qui sont encore présentes. Malgré ça, on compte avec 1,6% d'espaces protégés, ce qui est donc très peu. Surtout, on vise des objectifs européens qu'on a entendu aussi. Et il y a 3 ans, on sortait en fait du période Covid aussi, et qui a un peu souligné aussi l'importance des espaces naturels, aussi pour tout ce qui est bien-être, pas seulement tourisme, etc., mais aussi juste pour le bien-être des humains pour pouvoir sortir dans l'espace naturel. Et l'Europe a mis en place un plan de relance et de facilité, donc avec des fonds européens. Et à cette époque-là, la ministre intérieure de la Nature en Wallonie, qui était donc du Parti écolo, a lancé l'appel à projet donc pour construire, pour réaliser 2 parcs nationaux en Wallonie. Comme vous savez, il y en avait déjà un, enfin peut-être, vous savez, en Flandre, qui est le Haute-Campine, qui existe depuis 20 ans et qui est aussi un exemple de modèle pour un fonctionnement, ce que ça pourrait être un parc national en Belgique, en Wallonie. Et donc, il y a eu cet appel à projet, et j'aimerais quand même bien expliquer un peu cet appel à projet, parce que c'est assez particulier, parce que dans des autres États, souvent, il y a un espace, il y a 10 ans de construction, de réflexion, il y a peut-être déjà un parc naturel, on réfléchit avec des parties prenantes, des objectifs, etc. C'est un très long processus, et c'est assez souvent l'État qui décide, OK, on va mettre cet parc national à cet endroit, et il y a une certaine réglementation qui va avec ce parc national. Au Wallonie, c'est très différent, et en Flandre aussi. C'est réalisé via des appels à projets. Donc, en fait, le gouvernement a dit on veut créer 2 parcs nationaux en Wallonie. Ça doit être un minimum en espace de 5000 hectares d'espace naturel. Il doit y avoir minimum 40% de zones protégées au sein de cet espace. Minimum 75% d'intérêt biodiversité. Et ça doit être porté par une coalition, je reviendrai après dessus. Mais un peu, c'est tout. Et puis, c'est à vous de construire aux différents territoires, de poser leur candidature. Et puis, il y avait 2 phases. Une première phase où il fallait déposer une note d'intention avec les grosses idées, les grosses ambitions. Et puis, il y avait un jury d'experts qui était nommé par le gouvernement, avec des experts dans différentes thématiques, nature, mais aussi tourisme et développement économique, mobilité, patrimoine, etc. Aussi des experts internationaux. Qui devrait juger, à ce moment-là, il y avait 7 candidatures, qui devraient en choisir 4. Ces 4 ont reçu un petit budget, ont eu le temps pour construire, le temps, pas vraiment beaucoup de temps, mais de construire un deuxième dossier plus consistant. Et puis de ces 4-là, le même jury a sélectionné 2 parcs nationaux qui étaient ensuite validés par le gouvernement. Et donc, pour notre territoire, l'Entre-Sambre-et-Meuse, donc si vous voyez où c'est, j'imagine, entre Chimay et Couvin, dans le sud de Wallonie, il y avait en tout cas un intérêt de la part d'une association naturaliste locale qui se disait, nous, on aurait bien postulé pour cet appel à projet parc national. Et donc, on a commencé un peu à faire le tour de toutes les associations, mais aussi autres institutions du territoire, parce que pour pouvoir postuler, et je trouve ça important, il fallait construire une coalition territoriale. Et donc, dans la coalition, il fallait mettre autour de la table à la fois les associations naturalistes, à la fois les communes, à la fois l'administration, donc le DNF qui s'occupe de la gestion des espaces naturels publics,
à la fois des associations au niveau de tout ce qui est tourisme, et puis on pouvait rajouter aussi d'autres institutions, organisations, comme on voulait. Et donc, c'est quand même le chose presque, je trouve, le plus extraordinaire à ce projet, parce que ça a mis autour de la table des gens qui n'ont pas d'habitude de travailler ensemble. Aussi, simplement de fait, nous, on travaille sur 5 communes, de mettre 5 bourgmestres sur 2 provinces différentes autour de la table sur un projet nature. C'est quand même assez extraordinaire. Et on a fait le calcul récemment pour pour notre présentation, où qu'on n'avait donc pas 10 ans pour préparer ça, mais on comptait, on avait 334 jours pour préparer un gros dossier et d'imaginer, OK, avec ce gros budget, parce qu'il y a plus ou moins 14 millions, qui va dépenser quoi, à quel endroit, avec quel partenaire, etc. Donc, pendant 10 mois, en 2022, on a fait des réunions avec toutes ces différentes associations, organisations, etc., communes, voilà, pour développer un projet sur base duquel on a été sélectionné. Et le parc national, en tout cas notre parc national, c'est vraiment un rôle de fédérateur, de facilitateur qui rassemble un peu toutes les forces vives du territoire, issues des différents secteurs et qui a mis en place une équipe multidisciplinaire pour construire ensemble ce projet. Et donc, pour donner peut-être quelques exemples de quoi est-ce que ça consiste concrètement, donc en tout cas, notre parc, parce qu'il y a l'autre parc, c'est la Vallée de la Samoie, qui était aussi sélectionné. Mais dans l'Entre-Sombre-et-Meuse, on est sur 22 000 hectares, donc beaucoup plus des 5 000 qui étaient dans l'appel à projet. On est sur 3 régions biogéographiques différentes. Pour ceux qui connaissent, c'est la Fagne calestienne et les Ardennes, qui fait qu'on a une grande diversité d'habitats, d'espèces, etc. présentes sur des territoires. Et donc, on a toute une série de projets quand je dis on, c'est pas le parc national en tant que tel, parce que donc il y a cette coalition territoriale. Pour le moment, on a 23 partenaires qui constituent cette coalition et qui décident ensemble sur les avancées des projets. Donc, on se réunit plus ou moins tous les 3 mois avec cette coalition. Et c'est cette coalition donc qui existe à la fois des associations, des institutions issues du monde public, du monde privé, qui se réunissent et qui prennent des grandes décisions sur les avancements du projet. À côté de cette coalition territoriale, on a aussi constitué un conseil scientifique qui nous apporte du conseil de suivi dans la mise en place du projet, et aussi un conseil. Il y a un conseil citoyen qui est en train d'être mis en route pour aussi inclure les citoyens dans ce projet. Et il y a aussi une coalition large qui existe plus ou moins de 80 partenaires autres qui sont partenaires dans ce projet. Et donc, il y a à la fois donc, je me disais l'administration des communes, etc., mais il y a aussi les conseils synergétiques, il y a aussi des fédérations de pêcheurs, il y a aussi des musées, enfin, toute une grande diversité de partenaires qui se trouvent autour du projet. Donc, pour donner un peu un exemple concret où on essaye on parle ici de transition. La transition, c'est vraiment des ambitions de ce projet de parc national qu'on avait clairement affiché aussi dans notre candidature, où on veut être en territoire de transition et un exemple pour la mise en place de certains projets ou de réfléchir autrement autour de certains écosystèmes ou ressources naturelles. Et tu aurais un exemple de projet? Oui, j'ai 90 exemples de projets, si tu veux, mais je l'y mettrai à 3 peut-être. Un exemple, c'est la mise en place de réserves biologiques intégrales. En gros, c'est des espaces forestiers où on arrête l'exploitation sylvicole. Donc, au lieu de tourner autour de modèles où la valorisation de l'espace forestier est basée sur l'extraction, donc la vente du bois, ou sur la location de chasse qui apporte directement des sous dans la caisse de la commune, du coup, ici, on a réussi, avec surtout des propriétaires communaux, donc avec les 5 communes, de consacrer plus ou moins 1800 hectares de forêt à laisser vieillir, laisser les arbres tomber, laisser les arbres grossir, etc. Donc, ça existe très peu en Wallonie, en tout cas avec des surfaces en tant que telles. Et donc, l'idée, c'est là, on a dû convaincre les communes parce que pour eux, c'est un manque à gagner. On parlait tantôt oui, ces forêts, des forêts en titullement, ça purifie l'air, ça purifie l'eau, etc. Ça apporte plein de services indirects. Mais même si on le quantifie,
ça reste quand même très après. C'est très difficile de convaincre des propriétaires ou des gestionnaires d'abandonner, entre guillemets, le bénéfice direct qu'ils pourraient avoir sur ces espaces. Donc ici, on a un peu travaillé autour de l'idée, OK, on abandonne sur cette surface spécifique l'extraction et la valorisation en direct, enfin monétaire de cet espace, mais on va travailler autour de à la fois la valorisation du travail du propriétaire, du gestionnaire, qui soit fier pas parce qu'ils vendent du bois, mais parce qu'ils soient fiers parce qu'ils protègent un espace et ils permettent aussi d'autres gens de profiter de cet espace. Et donc de tourner, de travailler sur une économie basée sur le tourisme, entre autres, pour pouvoir mettre en place des revenus indirects qui aussi terminent de la caisse de la commune, mais c'est difficile quantifiable. Enfin, ça passe, il y a toutes des étapes différentes et c'est pas une vente directe, pas une location directe. Mais ça, c'est un exemple de projet qu'on a bloqué. Merci beaucoup. Mais donc, je vous invite vraiment à aller voir le site du Parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse, parce que, comme le disait Johanna, il y a 90 projets qui sont au plan. Et donc, ils sont tous aussi intéressants et passionnants. Donc, vraiment, allez voir. Donc, pour conclure, il nous reste 3 minutes. Donc, je vais vous poser une question. Je vous demanderai de répondre de façon synthétique. Quelle est, d'après vous, quelle opportunité la société devrait saisir? Qu'est-ce que cette protection, cette restauration de la nature pourrait apporter que les politiques ne voient pas encore aujourd'hui? Je vais juste continuer sur le projet des parcs parce que c'est une expérience qu'on vient de vivre très concrète avec plein d'acteurs différents. Où on sait qu'au niveau, quand le région, par exemple, a lancé l'appel à projet, ils ne sont jamais imaginés qu'on pouvait arriver avec les types de projets qu'on a mis sur la table. Déjà, un exemple au niveau de la surface, il déjà inquiète, 5 000 hectares maximum, voilà. Les 2 parcs sont à 22 000, à 28. En fait, si on donne, pour moi en tout cas, l'expérience qu'on vient de vivre, enfin, que j'ai vécu les 3 dernières années et qu'on vit aujourd'hui, c'est si on met des gens autour de la table de secteurs très différents, mais avec un envie de faire quelque chose au niveau des territoires, si on les donne des moyens financiers, mais aussi des moyens de constituer une équipe, de constituer cette institution, cette fédérateur, alors on peut arriver avec des très belles choses. Merci. Je peux rien dire de plus. C'est l'exemple parfait. De consacrer des moyens et puis les gens se mobilisent. Pour l'instant, c'est l'inverse. On liquide et puis on dit faire encore moins, faire plus avec moins. Alors, c'est pas possible quand on est déjà au minimum depuis très longtemps. Donc, non, c'est vraiment l'exemple idéal. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai lu un rapport assez récent des chercheurs polonais. Et là, ça se portait sur la biodiversité urbaine. Et là, ils ont constaté que dans les parcelles de fleurs sauvages dans les villes, il y a autant de diversité d'espèces d'insectes que dans les prairies naturelles. Donc, pour finir avec une bonne nouvelle, planter des fleurs sur vos balcons, dans vos jardins, si vous en avez un, parce que ça aide beaucoup. Et mes collègues du réseau Nature rajouteraient planter des fleurs sauvages indigènes, puisque les roses n'attirent pas tant les insectes que ça. Donc, encore un petit mot pour conclure. Donc, on a vu ici que les solutions, elles prennent la forme d'ingénierie sociale finalement. On parle d'aménagement du territoire, on parle de droit, on parle de gouvernance territoriale, de recherche scientifique. Il y a toutes les pratiques de conservation où en fait, quand on laisse le temps aux gens d'y réfléchir et qu'on donne un objectif relativement clair, eh bien, ça marche. Donc ici, le sujet qu'on n'a pas abordé, en fait, c'est la question éthique. C'est l'ensemble des valeurs qui nous poussent à faire des choix, que ce soit individuels, collectifs, politiques. C'est un sujet compliqué. Certains parlent de décroissance, d'autres parlent de négawatts, d'autres, plus récemment, parlent d'alliance avec le vivant.
Je pense qu'on est dans une société qui a été fort traumatisée par les idéologies et donc c'est devenu un sujet extrêmement tabou. Or, c'est ce qui sous-tend à nos décisions, qu'elles soient politiques, économiques, etc. Donc, il y a quelque chose peut-être à faire là. Dans tous les cas, et j'aimerais terminer là-dessus, on voit qu'il y a des opportunités de faire mieux, au minimum, et d'innover. Hein, vraiment, en fait, il y a des secteurs d'activité à créer. On croit que c'est l'industrie automobile qui va sauver l'économie européenne. À mon avis, ça se fout le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ici, il y a vraiment un nouveau secteur, des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de travailler ensemble qu'on peut développer, que plein de gens développent. Et je remercie encore The Shifters parce qu'ils participent évidemment à ça. Et je vous remercie tous d'être venus ce soir. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous aurez quand même appris quelque chose.